Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Bruno Savary, ancien défenseur et capitaine emblématique du FC Istres. Il a été également entraîneur. Donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment de sa carrière. On va également parler avec lui des coulisses des vestiaires et également de ses petits conseils qu'il a à donner aujourd'hui aux jeunes. Donc tout d'abord, Bruno, bonjour. Bonjour Julien. Je vais te demander en quelques mots de te présenter. Donc Bruno Savary, j'ai 51 ans, marié, 3 enfants. J'habite toujours sur Istres, ma ville adoptive. Je travaille pour la métropole. J'ai arrêté d'entraîner dans le milieu des seniors, des jeunes, tout ça. Aujourd'hui, je me consacre plus au milieu du football vétéran, pardon. Ça fait 6 ans que j'entraîne les vétérans de Saint-Mitre-les-Remparts. Et je prends beaucoup de plaisir avec eux. D'accord. On va revenir sur le début de ta carrière. Tu as commencé en jeune formé à Louan-Cuiseaux. Voilà, je suis arrivé, je suis d'Avignon, je suis originaire d'Avignon et à 15 ans, oui, j'arrive au centre de formation à Louan-Cuiseaux, qui était à l'époque en Division 2. Et je passe 4 ans là-bas, je suis stagiaire et au dernier moment, ils ne me proposent pas de contrat pro et je décide de partir et de venir faire un essai à Istres. En 93, j'avais 19 ans. Et Istres était à l'époque en D2 et en D4. Je fais un essai avec la D4 et ils me prennent, suite à mon essai, ils me prennent. Et je signe, je fais une saison en D4 et un an après la première, elle descend en national. Et c'est à ce moment-là que j'intègre le groupe pro à 20 ans. Et on va dire que ma carrière pro, elle commence réellement voilà, à 20 ans, que j'intègre complètement l'effectif des pros. J'avais fait quand même 2 apparitions en D2 quand ils étaient en train de descendre. Et à partir de là, je fais toutes mes classes à Istres. Je reste 13 ans à Istres. Donc, je reste à peu près 6-7 ans en national. On jouait la montée chaque année, mais c'était compliqué. Et on monte en D2 à l'époque. On reste 3 ans en D2. Et au bout de la 4e année, on a le bonheur de monter en Ligue 1. Malheureusement, moi en Ligue 1, je fais que 6 matchs parce que je me blesse à Auxerre. C'était au mois de septembre. Et je me fais les croisés. Donc, qui dit croisés dit 6-7 mois d'arrêt. Et ma saison, elle s'est terminée malheureusement à Auxerre. Mais bon, après, ça fait partie d'une carrière. Et suite à ça, on descend en Ligue 2. Donc, je refais encore une année en Ligue 2 sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Et suite à ça, je ne sais pas pourquoi. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas encore pourquoi je m'en vais de Istres pour une histoire de sous. Je ne m'entends pas avec Bertrand Benoît, le pauvre Bertrand Benoît qui était président à l'époque. Et je signe à Toulon. Toulon qui était en national à l'époque, qui prend contact auprès de moi, qui cherchait un joueur un peu expérimenté. J'arrive à Toulon. Je fais un an et pareil, on avait une grosse ambition pour monter en Ligue 2. Et malheureusement, ça ne se passe pas très bien en fin de saison et on descend carrément. Donc on descend en CFA et je me retrouve au chômage en fait. C'est la première fois que je me retrouvais au chômage et je fais partie de ces chômeurs qui vont faire le stage du NFP. Et de là, j'ai un contact avec mon ami Jacques Rémy qui à l'époque jouait au Costa Rica. Il me met en contact avec l'entraîneur de l'époque qui était là-bas, qui cherchait un défenseur central. Et en fait, il m'a donné 48 heures pour réfléchir. Et j'ai prévenu mes parents. Moi, j'étais en train de divorcer en plus, donc c'était pas facile pour moi de partir, laisser les enfants, parce qu'ils avaient 3 et 7 ans. Et du coup, je décide de valider et je m'en vais au Costa Rica, quoi. Et je devais rester 1 an ou 2. Et malheureusement, je reste que 3 mois. Bon, par rapport à mes enfants, c'était compliqué avec leur mère. Et donc, je décide de revenir. Mais pour moi, humainement, ça a été une très, très belle aventure de découvrir ce championnat sud-américain. Et à mon retour, je me réinstalle chez mes parents à Avignon. J'étais parti à 15 ans et je reviens chez mes parents à 32 ans avec mes enfants. Et de là, je comptais pratiquement arrêter le foot et j'étais en train de passer mes diplômes d'entraîneur. Et il y a Léon Galli et Didier Camizuli qui m'appellent pour signer à Cassis-Carnoux, qui était en CFA. Pareil, avec des ambitions aussi. Et je signe 1 an et au bout de la première année, on monte en national, quoi. Et 33 ans, ils me font prolonger de 2 ans. Donc en national, et on arrive à se maintenir 1 an. La deuxième année, elle est un peu plus compliquée. Et on descend, et pareil, il y a un dépôt de bilan, enfin compliqué pour la fin de saison, et j'arrête ma carrière à 35 ans.
Et ensuite, je reviens sur Istres pour entraîner, pour attaquer ma deuxième carrière. Mais là, d'entraîneur, je passe de l'autre côté avec mes diplômes en poche. Et là, j'arrive et je m'occupe de l'équipe réserve. Après, je prends un an les U19. Et après, je reprends encore à nouveau la réserve qui était en DHR, on monte en DH. Et je garde l'équipe 3 ou 4 ans. Et entre guillemets, après, l'équipe 1 ne tournait pas bien. C'était Lionel Charbonnier, l'entraîneur de l'époque. Et le directeur sportif de l'époque me propose de prendre l'équipe 1. Donc, je reprends l'équipe nationale à Istres. Donc, t'imagines la fierté pour moi J'imagine. d'entraîner l'équipe 1, quoi. Donc, d'entraîner les pros, de me retrouver à Parsemé sur le banc. Enfin, c'était pour moi une grande fierté. Et bon, malheureusement, je n'arrive pas à atteindre l'objectif. On finit dans les derniers. Il y avait 4 descentes et c'était très compliqué. Et suite à ça, le club, un peu, même si c'est aujourd'hui Martigues, c'est encore pire, mais c'était un peu la même chose. Le club il dépose le bilan et on se retrouve au niveau de la réserve en DHR, quoi. Et là, c'est descente aux enfers, c'est un grand mot, mais je me retrouve là encore une fois au chômage. Et c'est là que je vais chercher du boulot parce que le club il décide de ne pas me garder. Enfin, ça aussi, ça a été un gros choc pour moi. Et de là, c'est là que je me retrouve à la métropole. Et c'est là qu'on se rencontre tous les deux, C'est ça. hein, derrière la benne, Ouais. et qu'on se raconte nos vies. Et de là, sur la même année, je signe à Salon en tant qu'entraîneur de la DH. Pareil, belle aventure, même si je ne suis pas arrivé à monter avec l'équipe. Mais j'ai fait 4 saisons là-bas. Et le Covid, il me fait arrêter le football, en fait, tout simplement 3 mois sans football. Je dis à ma femme que je décide d'arrêter parce qu'en fait, je m'aperçois que d'avoir des week-ends, c'est bien aussi, quoi. Même si ça restera toujours ma passion, mais c'est vrai que. Et de là, je décide d'arrêter d'entraîner. Je me consacre un peu plus à ma famille et de là, j'arrête. Et c'est là que je monte ce projet de vétéran à Saint-Mitre il y a 6 ans. Bon, on l'a vu, tu as une carrière très bien remplie. On Mm. va revenir un peu, du coup, sur. Moi, j'ai une question sur Oui. ton premier match professionnel. Mm. Je veux savoir contre qui c'était et surtout comment tu l'as appris et dans quel état d'esprit tu étais. J'étais au centre de formation à Istres. Comme je te le disais, j'étais avec le groupe des 4, donc je m'entraînais quand même. J'avais intégré avec c'était Arnaud Dos Santos, entraîneur. J'avais intégré les pros déjà, je m'entraînais avec eux en fin de saison parce qu'ils savaient déjà qu'ils allaient descendre, ils préparaient la pré-saison. Et du coup, ils me prennent dans le groupe et je me retrouve sur le banc. Et je rentre à la fin, il me fait rentrer, je crois, bien une demi-heure à arrière droit. Et je perds un ballon et on prend un but sur le coup. Et j'en rigole parce que voilà, à l'époque, les matchs ils étaient retransmis sur Canal+, le dimanche au soir. Et ils montraient les buts des deux à l'époque. Et bien sûr, j'étais au centre avec mes potes du centre et on regardait les images. Et ils rigolaient, ils étaient morts de rire. Ils me voyaient à la télé, quoi. Mais après, voilà, j'ai eu un coup de pression quand même, hein. Après, à un moment donné, tu as ton premier match en pro, même si j'en avais déjà fait un quand même à Louan-Cuiseaux. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais j'avais 17 ans et l'entraîneur qui était René Lelamère à l'époque, j'étais en U17, il m'avait fait. J'avais joué à Nancy, Marcel Picot. Enfin, voilà, j'étais remplaçant. Là, par contre, j'étais pas rentré du tout, mais bon, j'avais faisais partie des pros. Il y avait Tony Vérel qui jouait en face, donc voilà, c'était la belle époque quand même. Donc, mais je ne veux pas dire que je ne me rappelle pas, parce que je me rappelle quand même, mais voilà, c'était plus compliqué de rentrer à Istres, enfin, devant du monde, devant les collègues du centre, mais voilà, c'était un bon moment que j'oublierai jamais, ouais. Ah oui, j'imagine. J'imagine. Donc, du coup, après, tu as fait tes classes à Istres, Mm. tu as grimpé, jusqu'à avoir le brassard Ouais. de capitaine, hein. Mm. Je pense que c'est une fierté pour Ah toi. oui, tout à fait, ouais. Et je pense que dans le vestiaire, tu avais un petit surnom, non? Ouais, il y en a qui m'appelaient Cannavaro. Ah, Ils me comparaient à Cannavaro, donc c'est Franco Baresi aussi à l'époque, libéraux un peu à l'ancienne, pas très grand. Non, sinon, peut-être que je me rappelle pas. Si je sais pas si t'en tu me rappelles dis. pas? Si Non, tu me dis. Ah, c'était une question, c'était peut-être que je pas. croyais que tu avais eu des Non, non, échos. non, j'ai pas eu de. Non, non, non. Franco Baresi, c'est pas mal. Oui, oui, ah Ouais, oui. c'est À comme. l'époque, et Cannavaro aussi. Bon, après, moi, j'étais bon, fan de eux, bien sûr, mais après, moi, j'étais fan de Cantona. Parce que j'avais toujours le col relevé, le buste droit, je marche droit. Donc, à l'époque, voilà, surtout quand j'étais à Louan-Cuiseaux, avec un autre accent du sud, quand tu te retrouves un peu dans le nord, il m'appelait le Cantona. Mais voilà, sinon,
c'était plus qu'à Navarro, hein. C'était une comparaison avec lui, quoi, par rapport à mon poste. Eh oui, bien évidemment. Mm. Après, il arrive le Graal. Bon, moi, j'ai eu la chance de te voir jouer parce que ben, j'ai fait aussi mes classes au Mm. FC Istres en jeune C'est et ça. j'étais ramasseur de balles autour du stade et je Ouais. vous ai vu donc monter en Ligue 1. C'est ça. Donc, parle-nous-en un peu de cette montée. Ça là, elle est, c'est sûr que je pense que c'est la plus belle année de ma carrière. C'est sûr, bon, c'est pas parce que tu montes en Ligue 1, mais humainement, voilà. Déjà, les joueurs avec qui je jouais, bon, comme je disais tout à l'heure, Jacques Rémy qui était l'attaquant. Et il y avait Johan Rivière, mais il y avait surtout Xavier Gravelaine, quoi. Xavier Gravelaine, Monsieur Gravelaine, qui sans lui, on ne serait pas monté, ça c'est certain, parce qu'il avait déjà ses qualités footballistiques, mais l'influence qu'il avait sur nous, sur les arbitres. Et voilà, et surtout, il était très bien géré par Mecha Bazdarevich, qui était l'entraîneur. Mecha qui savait très très bien gérer son groupe, et surtout des joueurs comme lui, voilà, qui était un ancien. Je ne vais pas dire qu'il s'entraînait à la carte, mais presque. Mais bon, vu qu'il te faisait gagner les matchs. Et après, voilà, cette montée, elle est arrivée. Bon, on a été dans les 3 premiers tout le long du championnat. Mais parce que voilà, humainement, on avait un groupe de dingues aujourd'hui, j'en parle encore à mes vétérans parce qu'on sait très bien que quand tu connais le football, tu sais très bien que ton groupe, il fait tout, quoi. Et nous, on a été jusqu'au bout. Ça a été dur, mais voilà, contre Valence, le match de la montée à la fin à Bardet, dans notre petit stade. C'était la folie. Ah ouais, c'était de la folie. Donc voilà, c'est vrai que c'était ouais, monumental, quoi. Quand tu discutes un peu avec les anciens qui ont fait partie de cette aventure, tu le souhaites à tout le monde, quoi. Tu as une anecdote un peu à nous raconter sur cette saison-là parce que je pense que le groupe vivait bien. Du coup, je pense que c'est quelque chose de sympa à nous raconter. En fait, il y a tellement de choses, en fait. À la maison, moi, c'était du classique, mais quand on sortait, quand on allait en déplacement, justement, quand tu montes, tu as souvent la chance de gagner. Et bien, pareil, on avait la chance d'avoir Mecha Bantarevic qui il nous laissait souvent gérer notre après-match. Et comme souvent, on restait sur place parce que bon, on n'avait pas d'avion privé à l'époque, hein. On rentrait le lendemain ou en train ou un peu à mode galère, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Et voilà, après, on sortait. On sortait pareil, on était 6-7 à un peu être les anciens et à mener tout ça. Et voilà, c'était souvent boîte de nuit, on boit des coups et on rentrait le matin ou dans la nuit. Mais voilà, après, d'anecdotes particulières, non. Enfin, voilà, il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Il faudrait qu'on reste des heures à discuter, que je te raconte un peu, pas chaque match, mais tout ce qui s'est passé. Et voilà, enfin, c'est une aventure humaine extraordinaire. J'imagine. Bon, suite à ça, il y a la montée en Ligue 1. Bon, on sait Mm. que malheureusement, tu t'es blessé gravement Ouais, voilà. avec la montée en Ligue 1. Mm. Mais qu'est-ce que tu retiens quand même? Tu as joué, je crois, 4 matchs. Ouais, c'est ça. En tout, 6 en état remplaçant où je ne suis pas rentré tout le temps, mais le premier match, il se fait c'était à Caen, qui venait de monter aussi. Donc, on va pas dire, ça ne ressemblait pas à un match de Ligue 1, ça ressemblait plus à un match de Ligue 2 qu'on avait vécu la saison précédente. Mais après, voilà, on rentre dans le Graal quand on arrive à Monaco, quoi. Là, à Monaco, là, tu te dis, voilà, rien que les médias, tout, enfin, tu arrives dans les vestiaires, tu as toutes les caméras, comme ici un peu dans le studio, déjà, c'est impressionnant. Mais là-bas, tu arrives, tu as les caméras qui te suivent dans le vestiaire et voilà, et c'est en face de toi, tu as Gaël JV, tu as Patrice Evra, tu as l'arrière droit, là, Meikon, Adebayor, l'Italien qui joue avec Adebayor devant. Enfin, voilà, moi, Ouais, enfin, bref, c'était il y a du lourd. très, très lourd. Et on perd 2-1, je crois. Mais voilà, là, tu sais que voilà, là, c'est le haut niveau, quoi. C'est le haut niveau par rapport aux adversaires, par rapport voilà, à tout ce qui entoure les matchs, quoi. Aujourd'hui, quand je vois la télé, voilà, moi, je l'ai vécu et mais comme tu disais, je suis fier de ma carrière. Et quand je te reparle de ces moments-là, ça me donne des frissons parce que voilà, c'était des moments inoubliables, quoi. Évidemment. Ouais. Donc, du coup, j'avais une question à te poser. Oui. À quoi ressemblait une journée type d'un joueur professionnel de Ligue 2 ou de Ligue 1 hein, mais c'était quoi la journée type? La journée type, c'est. Ça dépend de ton âge, mais si tu as des enfants, tout naturellement, tu amènes tes enfants à l'école. Et de là, tu pars à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, où on va s'entraîner tous les jours. Le mardi, on s'entraînait 2 fois. Donc le mardi, voilà, on arrivait le matin au vestiaire. À 9h, l'entraînement il était à 10h, mais tu arrives à 9h, tu bois le café avec les collègues, tu es dans le vestiaire, tu te changes. Après, tu vas dans la salle de kiné si tu as un massage à te faire, tu as un strap à te faire.
Voilà, et après, tu discutes un peu avec tout le monde et tu vas sur le terrain. Bah, tu es pressé d'aller sur le terrain, en fait, hein, parce que, encore une fois, le privilège de vivre de son métier, de ta passion et de te retrouver sur le terrain le plus rapidement possible. Et voilà, et l'entraînement, il commençait à 10 heures, de 10 heures à, on va dire, jusqu'à midi. Hein, le temps que, ensuite, aux entraînements, bah, après, tu t'étires, enfin, le classique, et ensuite, à midi, ben, tu te douches, tout ça. S'il y avait 2 entraînements, ça nous arrivait de manger sur place. Ou sinon, tu rentres à la maison, tu fais la sieste ou pas, ça dépend. Mais bon, après, tu te reposes un peu. Si tu as un deuxième entraînement, mais tu reviens, c'était en général à 15h30. Et ensuite, les autres jours, il n'y avait qu'un entraînement. Et bien, pareil, bon, le rituel du matin où tu arrives aux entraînements et l'après-midi, ouais, tu te reposes un petit peu. Et après, ça dépend où tu t'occupes des enfants, tu vas les chercher ou sinon, ben, tu prends le temps surtout de te reposer. Tu peux aller te promener un petit peu, on se retrouve avec les collègues. Moi, je ne suis pas du tout génération console déjà, j'ai jamais joué à la console, tout simplement. Je sais qu'il y en avait plein dans le vestiaire qui se retrouvaient ben, voilà, pour se faire des tournois ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais sinon, voilà, et après la journée type du match, le match à la maison, ben, des fois, on avait des mises au vert. Même si c'était à la maison, on pouvait se retrouver la veille à l'hôtel. Tout dépend de l'importance du match, carrément à la maison. Ou on allait à l'hôtel Ariane, ou on allait à Fosse. Enfin bref, peu importe. Donc, mais sinon, s'il n'y avait pas hôtel, ben, en fait, c'était rendez-vous le midi aussi. On pourrait se retrouver à midi à l'hôtel pour manger ensemble. Et ensuite, on allait faire la sieste. Par contre, on était à l'hôtel, on était 2 par chambre. Moi, c'était mon binôme, c'était Christophe Dumolin. On a fait 13 ans ensemble. Et ensuite, collation à 16h, 16h30. Il pouvait y avoir une causerie le matin, une pré-causerie pour parler de l'adversaire le matin avant d'aller manger. Et ensuite, il y avait la vraie causerie à 18h. Si le match était à 20h, où il y avait une causerie à l'hôtel, où elle était sur place dans le vestiaire, ça dépendait des entraîneurs. Et ensuite, voilà, préparation, hein, tu rentres dans ton match, et ben, la pression elle monte. Chacun, on va dire, prépare un peu son match avec la musique, sans la musique, le casque, pas le casque. Il y en a qui avaient une salle d'étirement où il y en a que ben, on prenait un ballon. Moi, c'était plus ça. On allait jongler, faire, voilà, s'amuser. Et après, échauffement, 1 heure et demie avant, une demi-heure avant. Et voilà, et l'après-match, ben, la journée type, voilà, elle est comme ça, quoi. Elle est bien remplie, mais elle est quand même remplie de repos quand même. Aujourd'hui, ben après, ce que je parle d'aujourd'hui, c'est que voilà, aujourd'hui, j'ai une vie différente, mais pendant 20 ans, c'est vrai que tu fais quand même des sacrifices pour beaucoup de choses. Il n'y a pas que les bonnes Évidemment, choses. évidemment. Du coup, c'est très bien que tu parlais de coéquipier. Du coup, je vais te poser quelques questions, Mhm. à savoir, je vais te demander, dans ta carrière, le joueur, pour toi, que tu as joué le plus talentueux avec lequel tu as joué. Ben, tout à l'heure, je te parlais de Xavier Gravelaine. Techniquement, voilà, il avait une patte gauche, il avait un sens du jeu, il anticipait tout. Enfin, voilà, voilà, lui, voilà, et je pense qu'au niveau qualité, mais après, pour moi, le plus complet, c'est c'est Jacques Rémy. Jacques Rémy, bon, déjà aujourd'hui, il est devenu mon ami, même si aujourd'hui on s'est perdu de vue parce qu'il est loin. Mais voilà, Jacques, il était complet, il était physique. Il avait les deux pieds, on ne savait pas s'il était gaucher ou droitier. Il avait un jeu de tête, enfin, il était puissant, quoi. Bon, malheureusement, il a manqué un peu de sérieux pour faire une autre carrière, mais voilà, je pense qu'il fait partie du meilleur joueur avec qui j'ai joué, même s'il y en a plein, j'en oublie plein, mais voilà, pour moi, le plus complet, c'était lui, quoi. Ouais, celui qui t'a marqué le plus. Ouais, voilà, c'est ça et que Ouais. tous les gens parlaient de lui, quoi, en fait, Ah voilà. oui, c'est clair, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle très bien. Ah, on va passer du coup un peu sur le côté un peu plus mental du football. Et j'aimerais savoir, toi, comment tu gérais la pression d'avant-match. Comment je l'ai géré j'avais toujours la pression parce qu'aujourd'hui, beh, je vais le dire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rigoler, mais moi, je savais que j'avais la pression parce que j'allais aux toilettes au moins 6 fois ou 7 fois, le jour du match, j'allais 6 ou 7 fois aux toilettes, quoi. Et ça m'est même arrivé en vétéran, je crois, sur un match et je lui ai dit: «Les gars, là, c'est vraiment un match de compétition» parce que j'ai été plusieurs fois aux toilettes et en fait, cette pression-là, moi, je l'évacuais comme ça, en fait, et tu sens qu'à l'intérieur, ça bout à l'intérieur, mais par contre, sur le terrain, non, c'est une autre pression, c'est la bonne pression, comme on dit, voilà. Elle t'empêche pas de jouer, tu joues naturellement, mais voilà, moi,
j'arrivais à la gérer comme ça. Mais voilà, il fallait quand même que je sois dans ma bulle. Moi, j'avais un truc que je faisais, c'était le kiné, il rigolait encore. Richard Georges, je lui demandais de me commander une petite fiole d'ammoniac. Donc, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, l'ammoniac, tu le sniffes et ça te donne un coup de boost. Et d'ailleurs, sur ça, ben, l'anecdote que tu me parlais tout à l'heure, quand je jouais avec Johan Cavalli, il avait voulu essayer. On était à Montpellier, on joue contre Montpellier. Il fait ça et donc d'un coup, il était pas bien. Il rentre et au bout d'un quart d'heure, il prend un rouge, quoi. Donc, je sais pas si c'était lié, mais voilà, l'anecdote par rapport à ce produit que moi, je prenais, je sniffais avant chaque match. Mais sinon, voilà, pour revenir sur la pression, moi, voilà, je la préparais comme ça. Je faisais un travail sur moi-même, mais bon, voilà, j'arrivais à l'évacuer comme ça. Tu avais un rituel avant de rentrer sur le terrain ou Non, non. non? Avant, j'avais comme beaucoup le même caleçon, le même ci, le même là, mais à un moment donné, j'ai dit, j'ai passé outre parce que le jour où je l'avais pas, et c'est les anciens qui me le disaient, il faut éviter tous ces trucs, ces petits gris-gris qui te portent bonheur parce que le jour où il te manque quelque chose, ça peut te travailler dans ta tête et ton match, ça serait plus le même. Donc sinon, non, j'avais pas de rituel particulier. On en parlait tout à l'heure, donc ben, tu as eu une grave blessure suite à la montée en Ligue 1. Comment tu l'as gérée et comment tu t'en es relevé de cette blessure? Bon, déjà, j'ai été énormément aidé par Richard Georges, qui était le kiné de l'époque et qui m'a accompagné tout le long de ma carrière. Et j'ai fait un choix fort aussi qui a surpris beaucoup de personnes. J'ai décidé de ne pas partir en centre de rééducation, comme tous les footballeurs y font. Tu es accompagné pendant 3 mois, tu restes là-bas pendant 3 mois. Et moi, j'ai décidé de faire les allers-retours tous les jours à Marseille. Lui, il avait son gros cabinet à Marseille. J'avais les soins le matin avec les joueurs, donc tu restes quand même avec tes collègues, hein, même si tu t'entraînes pas, mais tu restes au contact de tes collègues. Donc, et tous les après-midi, je descendais sur Marseille pour faire cette rééducation. Et j'aurais pu reprendre au bout de 6 mois, c'était en septembre, donc j'aurais pu reprendre au mois de mars. Et en fait, en discutant avec lui, on savait qu'on allait descendre. Il m'a dit, Bruno, tu reprends normalement tout ça, mais après les matchs, est-ce que c'est sérieux de les attaquer? Est-ce qu'il vaut mieux passer à la saison d'après? Et on avait fait ce choix-là et j'avais repris normalement au mois de mars et avril, mai, j'avais pas fait un match du tout et je m'étais préparé pour attaquer la saison suivante au mois de juin. Donc je m'étais réellement arrêté 8 mois, quoi. Et ensuite, voilà, pardon, pour revenir sur l'aspect mental, mais voilà, ben malheureusement, je m'étais préparé parce que j'avais été longtemps blessé quand même. J'ai eu quand même les chevilles, 2 fois les chevilles, j'ai eu le ménisque. Enfin, c'était beaucoup moins long, mais quand même, je m'étais arrêté 3 mois. Souvent, j'ai été blessé. Donc là, voilà, c'est vrai que tu prends un coup sur la tête, mais après, tu fais avec. Et justement, tu t'accroches parce que tu as envie de continuer, parce que j'avais 30 ans. Et le but, c'était de bien me soigner pour pas me refaire l'autre, parce que souvent, on s'en fait un, on fait souvent l'autre genou. Donc, mon but, c'était voilà, de prendre le temps et de me donner les quelques années qui me restaient à pouvoir jouer encore, quoi. Eh oui, j'imagine. Et donc, du coup, tout à l'heure aussi, tu nous as parlé. Moi, j'ai une question et celle-là, on n'en a jamais parlé tous les deux. De ta petite pige au Costa Rica. Donc, Mm. j'aimerais savoir plus un peu sur cette expérience. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté aussi? Eh ben, apporter ben, déjà l'éloignement de la famille. Donc mentalement, il fallait être costaud quand même si j'étais avec Jacques, encore une fois, je parle de lui, parce qu'on a vécu ensemble un mois quand même, on avait une très belle maison, on devait avoir une maison chacun. Lui, sa femme, elle l'a rejoint après avec ses 2 enfants. Donc c'était pas facile au départ, hein, de loin de ses enfants. Donc déjà mentalement, ça, ben, je me suis encore renforcé mentalement. Et après, bon, déjà, ben, j'avais une prof d'espagnol tous les jours, j'avais des cours d'espagnol tous les jours. Donc au bout de une semaine, 10 jours, ben, je parlais l'espagnol. Bien sûr, pour échanger avec les joueurs costaricains, mais qui parlent espagnol. Et ben voilà, j'ai découvert ce football sud-américain qui est complètement différent, qui est basé quand même beaucoup sur la technique, hein, c'est beaucoup de petits gabarits. Et moi, je jouais en défenseur central, donc ça se passait très bien. Sauf qu'ils trouvaient quand même que j'avais un jeu un peu dur par rapport à eux. Et j'ai dû faire 7 ou 8 matchs là-bas. Et j'ai quand même pris 3 rouges, quoi. Ah oui, Ouais, alors qu'en France, j'avais pris 0 rouge. c'est ce que j'avais vu en Ouais, plus. J'ai vu que tu étais un défenseur qui n'avait pas pris de rouge. c'est ça, tout à fait. Et là-bas, paradoxalement, j'en prends 3. Des faits de jeu, de l'engagement, je monte à la tête.
Et je fais saigner un attaquant sans me faire exprès. Bon, le sang, il a fait déclencher le rouge. Et après, il faut savoir que là-bas, on avait des très gros salaires par rapport au rythme de vie et au salaire moyen qui est de 300 € là-bas. Donc j'avais un très très gros salaire et il y avait quand même la jalousie. T'as beau essayer de l'éviter, mais voilà, ça existe. Et est-ce que l'arbitrage, tout ça, pardon, ça y a fait pour que je décide de partir et entre guillemets, ils m'ont pas retenu non plus. Donc, mais sinon, humainement, j'en parle, quand j'en parle, je dis que c'est une très très belle aventure. Bien sûr, le pays, il est magnifique. Les gens, ils t'apprennent la vie, quoi. Enfin, ils vivent de rien et ils ont toujours le sourire. Ils se lèvent à 4 h du matin pour aller travailler dans le champ. Et ils rentrent chez eux, ils se couchent tôt. Enfin, et voilà, mais humainement, voilà. D'ailleurs, je me suis fait tous mes tatouages que j'ai, je les ai fait là-bas. Et dans mon dos, j'ai marqué pour la vida. Pour la vida, c'est tu leur dis, tu leur serres la main là-bas, comment est-ce pour la vida. Tout va bien en fait. Ils ont D'accord. toujours la banane. Comment est-ce pour la vida. Tout va bien. Et c'est marqué en grand de partout. Ils t'apprennent la vie en fait, ces gens. Et aujourd'hui, moi, ça me ressemble un peu. Moi, je suis comme ça. T'as pas le droit de te plaindre en fait. Et eux, voilà, quand tu vis là-bas. Moi, aujourd'hui, ma fille, elle vit à Medellin, elle travaille en Colombie. Et elle me sort la même chose en fait. Elle me dit, papa, c'est le paradis là-bas. Je dis, ben ouais, mais ce que vis toi là-bas, mais moi, je l'ai vécu au Costa Rica avec ces gens-là, quoi. Ah ben, c'est très très Ouais, bien. ouais, ouais. C'est très très Mm. bien. Donc du coup, je vais te poser sur ta carrière de joueur une dernière question on aimerait savoir parce qu'on n'en parle pas assez. Tu as parlé du chômage du NFP. Mm. Savoir un peu comment ça se passe. Ben, en fait, on est encadré par des entraîneurs qui sont au chômage aussi, comme nous, qui recherchent des clubs. Et en fait, on fonctionne comme si on était dans un club. En fait, on est à l'hôtel. Bon, tout ça, c'est pris en charge par l'UNFP. Comme on cotise tous les mois, enfin bref, tout ça, c'est pris en charge par eux. On est à l'hôtel pendant une semaine ou 15 jours. On s'entraîne tous les matins, on se lève. Même rythme que si on avait chez nous, sauf que là, on est à l'hôtel, donc on s'entraîne 2 fois par jour. On a des matchs amicaux comme ça en pré-saison. Jouer en juillet, on joue contre les Ligue 1, les Ligue 2. Eux, ça leur amène un match amical et nous, ça nous permet de nous montrer. Et pareil, en fait, on est au chômage, c'est sûr, mais en fait, on est quand même bien, quoi, parce qu'on sait la situation où on est, mais encore une fois, il y a largement plus malheureux que nous. Donc, le rythme, c'est toujours le même. Tu travailles ton physique. Donc, si tu viens assis dans un club, eh ben, au moins, tu es prêt physiquement. Et voilà, on est que avec des super joueurs de ballon et tu découvres d'autres personnes. Mais moi, j'avais rencontré Teddy Bertin là-bas et j'avais super bien sympathisé avec ce mec-là que je connaissais pas du tout. Et voilà, on est dans la même galère, entre guillemets. Mais voilà, tu t'entraînes et tu joues comme si tu étais dans un club, quoi. Voilà, donc à la suite, à la fin de ta carrière, comme tu as dit, tu as commencé à passer tes diplômes d'entraîneur. C'est ça. Donc tu es devenu entraîneur. Ton club de cœur, Mm, du FC Istres. c'est ça. Tu as eu, on va revenir sur le petit passage, tu as eu la chance d'entraîner l'équipe qui était en national à l'époque. Tout à fait. Et comme tu l'as dit, c'était une fierté, je pense, pour toi. Une fierté, ouais. Surtout, je me servais de ça pour parler aux pros que j'avais devant moi. Je dis, vous pouvez pas vous imaginer comme je suis fier d'être là à ma place et de vous parler. Et je sais que le club, dans quelle situation il est, ça me fait mal au cœur et on me donne l'opportunité de venir vous entraîner. Donc sachez que voilà, je ne vais pas vous lâcher. Je vais tout faire pour qu'on s'en sorte, quoi. Donc dans mon discours, c'est sûr que ça m'a aidé en tant que joueur du club, quoi. Bien sûr, bien Mm. évidemment. Et du coup, avec ce regard d'entraîneur, d'ancien joueur, donc tu as touché à beaucoup de choses. Mm. À l'heure actuelle, même si bon, tu n'es plus dans le monde professionnel, mais quel conseil tu donnerais aux jeunes des centres de formation ou aux plus jeunes qui ont envie de progresser? Le conseil qu'on m'avait donné à l'époque, qu'on avait donné à mes parents, sûrement à mon père, et que moi je donne aujourd'hui, parce que j'ai suivi mon grand qui a arrêté le foot lui aussi, qui a joué à Istres, a eu 17 nationaux, tout ça. Donc, d'être, surtout aux parents, quoi, d'être patient avec les petits, laisser les jouer. Enfin, ils peuvent avoir des qualités très très jeunes, ils peuvent être les phénomènes qu'on espère. Mais je pense qu'aujourd'hui, un joueur, on peut le juger déjà quand il joue au foot à 11 déjà. Donc, dans un premier temps, et après, voilà, d'être patient, de ne pas précipiter les choses, de ne pas mettre trop la pression à son enfant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui rêveraient que leur fils soit pro, comme tout le monde, sans près de l'aspect financier.
mais de laisser le temps, de laisser le petit s'épanouir, de laisser l'éducateur faire son travail aussi. Et que voilà, après, je ne parle pas de pourcentage, parce qu'à chaque fois, c'est ce pourcentage de pros qui réussissent, qui fait les petits qui sortent pro. On en parle tout le temps. Je ne suis pas assez précis pour parler de chiffres. Mais voilà, moi aujourd'hui, je demande aux parents de laisser les petits s'épanouir. Et le petit, s'il est bon, il sera recruté automatiquement. Parce que sur tous les terrains, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il y a toujours des recruteurs sur tous les terrains qui existent. Même, vous ne pensez pas qu'ils soient à Fos, qu'ils soient à Port-de-Bouc. Enfin, moi, il y a toujours quelqu'un qui est là. Le petit, ben, je parle de ça aussi parce que mon fils, il avait été détecté par l'OM et il était parti au centre de formation à l'OM. Ça, c'est pas justement l'exemple que je peux donner. Et puis j'espère qu'il va être écouté. Mon fils, il est parti à 13 ans à l'OM. Donc j'ai été critiqué parce que tout le monde ne comprenait pas. Et je dis, moi, je sais que mon fils, là-bas, il va progresser plus qu'à Istres. Et c'était pour ça mon choix. Et il fait des spécifiques gardiens tous les jours. Il était gardien. Mais par contre, au mois de septembre, avec ma femme, on l'a pas bien senti, quoi. Et on lui a posé des questions. Et mon fils, il pensait qu'il était là-bas par piston, parce que moi, j'étais pro, donc il avait été recruté par piston. Et mon fils, il n'était pas bien. Je dis, mon fils, ben après, fin septembre, je te récupère et tu rentres à la maison et tu seras beaucoup mieux. C'est ce que j'ai fait. Et il est resté 3 mois. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais par contre, voilà, mon fils, des fois, on pousse les enfants à aller dans tel ou tel club. Voilà, ben ça fait partie d'un exemple que je donne et je suis passé par là. Donc, soyez patient. Laissez votre enfant s'épanouir, l'équilibre familial, tout ça, et ça viendra tout seul. Et j'enchaînerai aussi sur beaucoup de personnes rêvent d'être pro, c'est sûr, même mon fils, et voilà, mon petit qui a 15 ans, qui va avoir 16 ans, qui joue à la GSI. Là, cette année, je l'ai mis à Port-de-Bouc. Et j'explique à mon fils aussi qu'il n'y a pas qu'une carrière pro, tu peux faire une très belle carrière amateur. Tu Exactement. peux travailler ou pas travailler et jouer à côté, ou en DH, ou en CFA2, ou en CFA, ou en National 3, pardon. Et tu peux faire aussi une carrière en national, enfin, national 1 et ne pas travailler aussi à côté. Mais tout ça, ça peut être une vraie carrière pendant 10 ans, 15 ans, où tu peux gagner de l'argent aussi et t'épanouir en jouant au bon niveau. Mais il n'y a pas que pro le football amateur. Et aujourd'hui, il est très bien coté. Et dans le coin ou ailleurs, il existe une carrière amateur aussi, quoi. Eh oui. Donc toi, du coup, tu nous disais, tu entraînes les vétérans. Oui, Tu as un peu quitté le monde, on va dire, c'était amateur, mais le monde du football, parce que les oui, vétérans, bon, c'est, voilà. on va dire, c'est un peu d'amusement. Mm. Est-ce que à l'heure actuelle, dans ta tête, tu aurais un projet, un futur projet, où tu aurais envie de repartir coacher une équipe? Euh, Ça, dans ma tête, c'était complètement. Ça avait été effacé de ma tête. Suite à voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, au confinement et que je m'éclate avec mes vétérans. Mais c'est vrai que ça fait quand même 1 an ou ouais, 1 an que quand même ça commence à me retrotter dans ma tête. Parce que, comme tu dis, le vétéran, mais c'est de l'amusement, mais ça, il y a quand même un esprit compétition que moi j'ai amené à Saint-Mitre. Et les joueurs, ils adhèrent à mon discours. Mais c'est vrai que d'un côté, j'ai coaché un peu mon fils l'année dernière à la GSI sur 3 mois. Je me suis remis dans le mode, comme j'appelle ça, compétition. J'ai refait mes causeries. J'ai préparé ma causerie à la maison. J'ai ressorti mes fiches. Et c'est vrai que d'avoir coaché mon fils pendant 3 mois, ça m'a redonné quand même goût. Donc, c'est vrai que peut-être que demain, si j'ai une opportunité, peut-être que je l'écouterai. Alors qu'il y a 2, 3 ans, 4 ans, je ne voulais rien entendre parce que, bien sûr, j'ai été sollicité plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que, un appel d'un club, d'un projet, peut-être que je serais plus à l'écoute que, il y a quelque temps, quoi. Donc on revient sur ce passage en Ligue 1. On sait qu'ici, nous, ben, on a un club phare, l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, le lundi soir, on en parle dans le The Brief de 21h à 22h. Ouais. Donc j'aimerais que tu reviennes un peu sur cette ambiance du stade, mais surtout sur la double confrontation face à l'Olympique de Marseille. Eh beh, paradoxalement, tout à l'heure, je te parlais de ma blessure et à Auxerre et cette blessure à Auxerre, elle arrive, beh, juste avant le match de l'Olympique de Marseille, quoi. Ju La semaine d'après, on recevait Marseille, au stade des Costières, face à ce voisin, enfin, qui à nos yeux, enfin, est énorme, quoi, par rapport à notre petit club de Istres et malheureusement, je ne peux pas faire ce match parce que je suis blessé. Et la petite anecdote, c'est que voilà, mes collègues, ils sortent à l'échauffement et je ne le savais pas. Ils avaient marqué tous sur un t-shirt Bruno, on pense à toi.
Et la petite anecdote aussi, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appelaient mes parents parce qu'ils se demandaient qu'est-ce que j'avais. Ils avaient vu le prénom sur mon t-shirt. Bien sûr, en plus, c'était sur Canal+, c'était, je crois bien, à 17h, donc méchante affiche. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas pu jouer ce match aller. Et malheureusement, le match retour non plus, parce que j'étais pas encore rétabli. Mais j'ai eu la chance que Jean-Louis Gasset, notre entraîneur, m'avait attrapé dans son bureau. Il m'avait dit: Bruno, je veux te faire un cadeau. Tu peux pas jouer, mais je te prends quand même avec nous sur le banc. Je vais te faire vivre ce moment parce que voilà, de te retrouver à ce stade-là, je sais que ça va te faire plaisir. Et c'est vrai que je l'avais remercié 1000 fois. Et c'est vrai que j'avais fait le voyage avec eux. J'avais senti les vestiaires du Vélodrome, la pelouse. C'est vrai que il n'y avait pas 60 000 personnes, comme aujourd'hui on peut le voir à tous les matchs, parce que bon, déjà c'était Istres qui venait, bon, c'était le voisin, mais déjà l'OM, ils n'avaient pas fait déjà une grosse saison, mais bon, il devait y avoir quand même 40 000 personnes. Et quand tu te retrouves au milieu, jusqu'à présent, moi j'allais juste dans la tribune, quoi. Donc même si j'étais que sur le banc, ça a été un moment inoubliable de voir ces vestiaires, enfin, de voir magnifique stade comme tu le dis. Et du coup, on parlait de l'Olympique de Marseille, qui est le club phare de la région, de la Provence. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a une place pour un autre club dans la région, à côté de l'Olympique de Marseille? Bon, bien sûr, enfin, pour moi, à mes yeux, ça fait très très longtemps que je le pense. Un club plus qu'un, pour moi, vu la population qu'il y a, enfin, le nombre de joueurs de foot qu'il y a dans notre région, pour moi, non, enfin, pour moi, il y a la place pour deux qui peuvent rivaliser ou aider à faire, à continuer à former les jeunes de l'OM. Comme nous, à l'époque, à Istres, on était en Ligue 2, on s'était fait prêter déjà Marc Libra, Bogossian. C'était des joueurs qui manquaient de temps de jeu à l'OM. Et aujourd'hui, bon, on l'a vu, il y a eu, bon, je ne sais pas comment ça se passait avec Consola, mais malheureusement, bon, Martigues, il y a eu Marignan qui est monté. Bon, Foss, aujourd'hui, c'est un peu en dessous au niveau de la division. Mais Foss, Rousset, tous ces clubs-là, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je pense que on rivalisera jamais. Ça, c'est une certitude. Il n'y a pas la place pour rivaliser avec l'OM. Mais aujourd'hui, pour moi, avoir un club de Ligue 2, Ligue 1 aussi peut-être, mais bon, on en est loin, mais des clubs de National, de National 2 et de Ligue 2 rendraient service, je pense, à l'OM parce que il y a de la proximité de la ville entre les deux clubs et pour moi, le prix de joueurs, en fait, pour moi, ça serait logique et malheureusement, aujourd'hui, on a trop de clubs qui se cassent la gueule par rapport à la gestion des clubs, quoi. Donc, mais pour moi, oui, c'est certain que pour moi, il y a largement la place d'avoir un deuxième ou un troisième club dans la région, quoi. Justement, ma question, elle va être là. On sait que c'est le financier, c'est assez compliqué à Mm. l'heure actuelle. Et on en a déjà entendu parler. Alors, est-ce que la solution, ce ne serait pas une fusion de clubs? Bon, ça a déjà été essayé, mais Marignane. Mais je veux dire, deux clubs assez puissants. Moi, j'avais déjà entendu dire Martigues-Istres, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas une solution? Ah oui, tout à fait. Mais même moi, quand j'étais à Istres en tant qu'entraîneur, on avait parlé d'une fusion entre Istres et Foss. Il y avait eu une réunion, je me rappelle, à Parsemé, dans le chapiteau. Ils en avaient parlé, bien sûr, mais par rapport aux structures qu'il y a à Foss, enfin, le rapprochement par rapport voilà, aux jeunes, par rapport aux seniors. Et après, ça c'est tombé à l'eau, je crois bien, par rapport déjà à la politique. On sait très bien que ça amène un frein. Tu parlais de Martigues-Istres aussi, ça a toujours été évoqué. Mais malheureusement, l'aspect politique, il prend le dessus. Mais c'est sûr que pour pouvoir grandir, comme tu dis, je pense que ça serait vraiment le plus juste et le plus cohérent pour que le club il tienne la route, quoi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas vers quelle association, lequel entente il pourrait y avoir au niveau des clubs alentours, quoi. Bah, Bruno, on va finir sur ça. Donc, on a dit, tu as été un joueur emblématique du FC Istres. Et aujourd'hui, si tu avais un mot à dire aux supporters du FC Istres, qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, Aux supporters qui Qui étaient t'ont là. encouragé, Ah, oui, bien évidemment. déjà, aujourd'hui, je suis fier parce qu'il y en a aujourd'hui qui me reconnaissent, qui me parlent du passé, comme toi, tu m'en as parlé de l'époque à Bardin. Pas plus tard qu'hier, mon fils, il me dit: Papa, il y a Kylian de mon équipe. Il vient de me dire que son père, il a ton maillot dans le placard, quoi.
toutes ces choses-là. Donc voilà, quand j'entends tout ça, c'est vrai que tu es quand même encore fier d'entendre de ces choses-là. Et voilà, moi, les gens qui étaient à Bardet, mais voilà, tous les joueurs, nous, on était heureux de voir ce stade. Enfin, il n'était pas grand, mais nous, ça nous suffisait à l'époque. Et malheureusement, quand on s'est retrouvé à Parsemé, c'était plus notre stade. Déjà, il appartenait à Fosse. Mais c'est vrai que les supporters de l'époque de Bardet, s'ils nous entendent, et je l'espère, je les remercie encore de ce on a vécu avec eux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, surtout la montée en Ligue 1 pour ceux qui étaient présents, quoi. Eh ben Bruno, en tout cas, je me suis régalé de parler avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour tes réponses. Et ben, j'espère à bientôt. Ouais, mais c'est gentil. Et un grand merci à toi, Julien. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec toi, comme tu l'as dit. Les moments qu'on a passés ensemble au boulot. Mais là, de reparler de ma carrière, ça m'a fait plaisir parce que c'est tellement rare que ça fait du bien aussi, quoi. Eh ben, Merci à toi. tant mieux, c'est fait pour ça. En tout cas, au revoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et à bientôt avec de nouveaux invités. Au revoir.